Salutations chers amateurs de l'Ouest sauvage, attachez vos ceintures pour un nouvel épisode de GG Western. Aujourd'hui, mon attention est résolument tournée vers l'Escadron Sauvage. Un western qui éblouit grâce à une distribution charismatique, à la fois devant et derrière la caméra. Préparez-vous à plonger dans les recoins de l'histoire marquante du Kansas. Mais avant de galoper plus loin, place au générique. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Une partie de ce film est basée sur des événements qui se sont réellement produits dans la vie de ces personnes. Les autres événements sont purement fictifs et toute similarité avec des faits réels sont purement fortuites. C'est sur ces mots que débute ce western qui propose une relecture où les résonances d'une triste réalité historique s'entrelacent avec l'imagination cinématographique. Une adaptation empreinte de tragique de l'histoire américaine qui s'inscrit à travers l'incident déchirant du massacre de Lawrence dans le Kansas. Non, pas ce Kansas, celui-là. Un fait historique survenu aux premières lueurs du 21 août 1863 pendant les heures troubles de la guerre de sécession sous la responsabilité de William Cantrill. Cette tragédie historique constitue une pierre angulaire pour l'histoire du Kansas autour de laquelle s'articule le récit. L'Escadron Noir est réalisé par une pointure du western, Raoul Walsh, à qui l'on doit des titres importants tels que La Vallée de la Peur, La Charge Fantastique ou encore Les Aventures du Capitaine Wyatt. Servi par le travail de scénaristes tels que Hugh Gerber, Lionel Hauser et Grover Jones, à partir du roman The Dark Command à Kansas Liad, que je vous recommande, de W.R. Burnett, cette idée de base va former le socle de ce western qui, en plus d'emprunter une part historique, s'embellit par des éléments fictionnels qui sont plus ou moins convaincants. Une dualité entre vérité et fiction qui a le mérite d'insuffler au personnage historique une vie nouvelle, mais malheureusement à travers des événements pas toujours indispensables, notamment autour d'un triangle amoureux qui aurait pu être bien mieux traité, voire totalement l'idée, pour se concentrer réellement sur le sujet essentiel. Cela a le regret d'apporter quelques longueurs qui auraient pu être facilement contournées. Mais le cœur même de l'histoire bat réellement au rythme des performances du casting et des comédiens, avec en tête d'affiche John Wayne, qui prend les devants de la scène sous les traits de Bob Seaton et qui s'en sort formidablement bien. Bon, il peut ressembler relativement simpliste, mais il prend vie grâce à son charme bien connu à la John Wayne, qui a un talent inébranlable pour s'articuler sur des personnages comme ça. L'authenticité de cet homme, qui est donc un homme bon, analphabétique par contre, qui réussit à captiver et à toucher en plein cœur. Son partenariat comique avec George Gabby Hayes dans le rôle du facétieux Dr Grunch injecte une saveur mémorable et piquante, qui reste d'ailleurs en mémoire bien après. J'aime beaucoup ce duo. Cependant, il y a une dissonance lorsqu'on aborde la prestation de Claire Trevor en tant que Mary McLeod, même si elle forme un duo puissant avec John Wayne, comme observé avant dans La Chevauchée Fantastique de John Ford, où elle avait déjà pu former duo avec le comédien. Mais son interprétation me laisse un sentiment ambivalent. Je note toutefois que malgré le côté gentil et droit de John Wayne, il n'hésite concrètement pas à proposer à sa belle de s'enfuir avec lui en trompant son mari. Petit coquin, pas si noble que ça le Wayne. En revanche, Roy Rogers, en incarnant Fletch McCloud, se distingue malgré un jeu un peu plus en retrait. Un comédien qui au moment du tournage jouissait d'une bonne renommée, d'ailleurs ça aurait dû être peut-être lui la grosse affiche. Mais le véritable acteur clé de ce film est sans conteste Walter Pickgone, qui est le personnage en théorie fondé sur William Clark Quantrill, confédéré reconnu justement pour ses raids sur les exploitations et les troupes de l'Union pendant la guerre civile du Kansas. Et il faut bien reconnaître que le comédien éclipse tout le monde. Bien que l'adaptation prenne quelques libertés avec les faits historiques, Pat Garn accroche l'attention et il gravit une montagne dans les esprits du spectateur que nous sommes. Même si son charisme semble manquer initialement, son personnage va se renforcer progressivement au cours du récit
Et ce qui va donc installer une empreinte marquante. Il est vraiment excellent. En outre, la dynamique avec sa mère, hein, Madame Cantrell, hein, qui est admirablement portée par Marjorie Maid, hein, que je découvre dans ce film et que j'aime beaucoup. Et c'est une pièce maîtresse ingénieusement tissée dans l'intrigue, hein, qui va apporter une dimension dramatique vitale à l'ensemble. Un antagoniste très appréciable. Ce qui fait sensation à l'époque, c'est son budget colossal, d'environ 750 000 $. Aujourd'hui, un feu de paille ridicule, me direz-vous, mais à l'époque, c'était conséquent, ce qui en fit à l'époque le film le plus cher jamais produit par le studio Republic Pictures. Un jeune studio à ce moment-là, hein, vu qu'il a été créé 5 ans plus tôt par un dénommé Herbert G. Dietz en 1935. Et devinez quoi, la prise de risque a payé, puisque l'Escadron Noir est devenu au moment de sa sortie le grand champion du box-office pour le studio. Un triomphe, on peut même dire. Mais ce qui a rendu ce projet si grandiose, eh bien, tout d'abord, c'est que cette grosse somme d'argent a permis de créer une réalisation super soignée sous la direction experte de Raoul Walsh, qui était vraiment indispensable. Chaque scène est imprégnée d'une qualité qui en jette. Tout y est pour faire le show, que ce soit la super direction artistique de John Victor McAvey, des images époustouflantes signées par Jack A. Marshall, tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a que la musique de Victor Young qui passe un peu inaperçue et qui s'avère très discrète. Il n'y en a même quasiment pas, ce qui est étonnant. Mais grâce à ce talent de conception, les moments forts ne manquent pas, à commencer par une course-poursuite super excitante qui donne le sel de ce film. Je pense à une course-poursuite endiablée entre Cantrell, qui va donc poursuivre, enfin les hommes de Cantrell qui vont donc poursuivre Seton accompagnés du docteur Grunch, qui sont à fond dans une charrette tirée par 2 chevaux, et ils se retrouvent pris au piège au bout d'une falaise, au-dessus d'une rivière. Là, on se dit, ça y est, c'est fichu, on se fera boire, ou bien ils vont tirer, changent de fusil. Eh ben non, la traque n'est pas terminée. À ce moment-là, avec la charrette et les chevaux, il se lance dans le vide et plonge avec les chevaux dans une scène qui est super bien réalisée si bien que j'en suis resté bouche bée, même encore aujourd'hui. Franchement, je me demande comment ils ont réussi à faire ça sans se blesser. Mais j'espère que les chevaux vont bien et qu'ils n'ont pas été sacrifiés pour le film, parce qu'à l'époque, ça n'aurait pas été quelque chose de si abominable, je pense. Et le film est ponctué de petits moments d'action comme ça qui sont géniaux, notamment avec le bokeh final lors de l'invasion de la ville de Lawrence, où on en prend plein les yeux. Bien que j'aurais apprécié davantage de démonstrations de cette séquence. Mais c'est explosif, ça tire à tout va et c'est impitoyable. Va apparaître, la confrontation finale entre Seton et Wayne, qui offre une conclusion à la hauteur, via une qualité visuelle époustouflante, avec un jeu d'ombre qui en met plein les yeux. La réalisation est une fois de plus hyper bien soignée. Mais je ne retiendrai cela qu'un seul petit bémol. Alors que tout est terminé et que la ville de Lawrence est finalement rasée, on assiste à un petit échange léger entre les protagonistes qui rigolent. Ils se donnent des petites blagues. Ça peut être très bizarre, surtout après le drame intense qu'on vient de vivre. C'est comme si on passait trop vite à autre chose et ça peut laisser un petit goût d'inachevé. Mais c'est quelque chose qui arrivait assez récurremment à l'époque, de terminer sur un genre de touche. Mais en conclusion, l'Escadron Noir de Raoul Walsh, c'est vraiment un western prenant qui présente une intrigue accrocheuse entre le décor historique et la texture fictive du cinéma, même si cet aspect-là est peut-être un peu moins bien géré. Et il faut bien aller dans le sens où, malgré tout, c'est un film qui, malgré sa perte de rythme, malgré ses énigmes secondaires pas toujours accrocheuses, et sa perte de subtilité entre la profondeur dramatique et des moments plus légers, va proposer malgré tout un western haletant, porté par un casting de qualité et surtout une mise en scène hyper bien soignée pour un résultat croustillant et pétillant que l'on retrouve dans des scènes d'action qui sont palpitantes. En définitive, je ne peux que vous conseiller l'Escadron Noir, qui n'est pas le plus grand western du siècle, entendons-nous bien, mais qui, pour tout amateur de John Wayne, reste, je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire un de ses indispensables, mais un de ses bons westerns, il ne fait aucun doute. Sur ce les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, dévorer du western, et à la prochaine. Ciao!